Monsieur le Président, pour commencer cette intervention, j'aimerais rappeler que les événements de la Manif pour tous s'inscrivent dans un contexte bien particulier qui est celui d'une manifestation de grande ampleur qui se sont toujours déroulées de manière pacifique et notamment ont été parfois accusés de dégradation et je tiens à rappeler quand même le bilan de zéro poubelle brûlée, zéro vitrine brisée, zéro véhicule incendié et j'irais même au-delà, parfois zéro papier gras par terre. Et c'est un bilan dont nous sommes assez fiers et qu'il voilà, convient de rappeler. Dans le rôle qu'a joué la force publique dans ces manifestations, puisque vous savez, nous avons eu nombreux événements sur la voie publique, notamment en 2012, 2013 et 2014, mon propos serait en trois parties et j'essaierai de les suivre. Tout d'abord, la préparation de la manifestation et l'avant-manifestation, la manifestation en tant que telle et le maintien de l'ordre pendant, et puis le traitement judiciaire qui en a été fait. Tout d'abord, mon premier constat est le fait que pendant 2 ans maintenant de relations intenses avec la préfecture, du fait de notre activité, nous avons constaté que le régime de la déclaration préalable n'était dans les faits peu ou pas respecté. Nous en avons un exemple, tout simplement, puisque dans cette commission, Monsieur le ministre Vaillant nous dit, page 12 de son audition, il faut savoir recourir aux interdictions en cas de besoin, c'est-à-dire quand les objectifs avoués d'une manifestation sont incompatibles avec les textes fondamentaux de la République. Et on s'inscrit ici, ces propos ne me surprennent pas, puisqu'on s'inscrit ici tout à fait dans la démarche du préfet de police, qui nous dit, lui, de son côté, la tenue de toute manifestation revendicative était interdite dans ce secteur, en parlant notamment des Champs-Élysées. Sans entrer dans la polémique de Champs-Élysées ou non, ce terme de manifestation était interdite. Alors là, c'est en vertu d'une tradition. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut rappeler le caractère déclaratif des manifestations. Et je vais vous montrer que, simplement, nous avons été placés dans une situation qui nous empêche d'exercer nos droits. Tout simplement parce que il y a la phase de concertation dont vous parliez dans les précédentes auditions, qui est très importante. Et la clé de la réussite d'une manifestation, c'est sa préparation, et notamment le calage, si je me permets l'expression, des deux dispositifs entre ceux des organisateurs et ceux des forces de l'ordre. Cette concertation aujourd'hui à Paris, en tout cas, n'est possible qu'après une phase de négociation. C'est-à-dire que la préfecture impose d'abord de déterminer le parcours, les itinéraires empruntés, avant de pouvoir aborder les autres aspects techniques. C'est-à-dire que, avant que soit signée la déclaration sur l'itinéraire et les horaires, vous ne pouvez pas travailler avec les services techniques de la préfecture, je pense particulièrement à la direction de l'ordre public, et donc prévoir avec eux quel dispositif adapté va être mis en place du côté des organisateurs comme du côté des forces de l'ordre. Aujourd'hui, nous avons été extrêmement demandeurs pendant 2 ans de cette phase de concertation, puisque, bien évidemment, au-delà des rues dans lesquelles nous manifestions, il y a des vrais soucis techniques à régler, notamment des questions d'autorisation à demander en fonction des différents dispositifs qui se posent, et nous avons été placés dans l'embarras plusieurs fois. Et puis, je vous le disais, pour nous en tout cas, et c'est l'interprétation que nous faisons des faits depuis 2 ans, ce régime de la déclaration préalable qui est passé, d'ailleurs qui est prévu par le décret-loi du 23 octobre 1935, qui aujourd'hui, dans les faits, est un système d'autorisation. Tout simplement parce que le délai prévu pour les déclarations est de 15 jours à 3 jours francs avant un événement. Aujourd'hui, la préfecture, lorsqu'elle est amenée à prendre des arrêtés d'interdiction, et nous avons été l'un des mouvements qui a subi le plus de ces arrêtés en 2013, va vous interdire systématiquement. Nous manifestons le dimanche, parce que nous avons une population qui n'est disponible qu'en week-end. Donc nous manifestons le dimanche, et systématiquement, les arrêtés d'interdiction étaient pris le vendredi soir à 20h, ce qui ne vous laisse que la nuit pour faire un recours administratif. Le tribunal administratif de Paris étant fermé le samedi, vous n'avez aucun recours possible avant le lundi matin, c'est-à-dire après votre événement. Et cette absence d'obligation de délai de réponse de la préfecture nous met dans une situation embarrassante, parce qu'elle nous prive aujourd'hui de notre droit à un recours contre une décision administrative prise à notre encontre. Donc, puisque nous pouvons faire des suggestions, nous souhaiterions, dans la mesure du possible, si la loi pouvait évoluer sur ce caractère, simplement en
modifiant les délais de déclaration préalable. Aujourd'hui, ils sont limités 15 jours et 3 jours. Pourquoi est-ce qu'un événement qui est parfois de grande ampleur est prévu des mois à l'avance? Certains dossiers techniques même doivent être mis un mois à l'avance au cabinet du préfet, mais vous ne pouvez déclarer votre événement que 15 jours avant. Et donc, vous ne pouvez pas travailler avec la préfecture officiellement avant les 15 jours. Ce qui laisse un délai, mine de rien, assez restreint. Donc, pour moi, il faudrait... on pouvait évoluer pour ouvrir ce délai et le raccourcir aussi, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, l'information va très vite. Les gens ont besoin parfois de manifester leur émotion. Et le délai de 3 jours, c'est vrai, même s'il est, je l'imagine, assez pratique en termes d'anticipation, empêche en tout cas une certaine spontanéité des mouvements. Il ne s'agit évidemment pas de l'abolir, mais voilà, nous suggérions de le réduire à 24 heures. Un exemple tout bête, nous avons souhaité participer à la fête de la musique le 21 janvier 2014 et nous avons du coup fait les déclarations nécessaires auprès des services de la préfecture. Et la préfecture nous a dit systématiquement, écoutez, celui-là ne nous convient pas. Faites une autre proposition. Nous avons fait 17 propositions au cabinet du préfet. Lorsque nous avons fait notre dernière proposition, le 20 juin 2014, le préfet nous a tout bonnement répondu, écoutez, vu les délais que vous m'imposez, je ne peux plus répondre à votre demande parce que la fête de la musique est demain. Et voyez, cette absence de délai, en tout cas de réponse de la préfecture, nous met dans l'embarras. C'est vrai que nous souhaiterions, si éventuellement le législateur pouvait prendre cet aspect en compte et demander à la préfecture de donner son avis avant l'événement et lui imposer un délai, alors éventuellement, dans les 3 jours francs, d'avoir donné une réponse, ce qui permettrait éventuellement d'avoir accès au recours. Ça, c'était sur la préparation de la manifestation. Évidemment, pour nous, c'est important puisque c'est là où vous pouvez vraiment travailler sur l'aspect technique de la manifestation. Ça a été possible. Nous avons remarqué une évolution à la préfecture, notamment après les évolutions au niveau du gouvernement. Et c'est vrai que, je ne sais pas si ça a un lien, mais l'arrivée de Bernard Cazeneuve nous a permis, au ministère de l'Intérieur, nous a permis de travailler plus en amont sur les événements. Et lors de nos 2 dernières manifestations, le 2 février 2014 et le 5 octobre, nous avons pu travailler un peu plus en amont. Alors, je vous parle de quelques heures supplémentaires, ce n'est pas non plus excessif, mais ce qui nous a permis d'avoir un bilan de 0 incident. Et ça, ce qui est quand même assez rare pour des mouvements d'une si grande ampleur, de n'avoir aucun problème répertorié sur une manifestation, même pas une évacuation sanitaire, parce que nous avions eu le temps de vraiment caler les dispositifs en disant, voilà, si vous vous placez vos hommes à tel endroit, moi je peux placer mes équipes du service d'ordre à tel endroit, et vraiment une répartition des rôles avec les obligations que la loi impose à chacun. Sur l'aspect de la manifestation en tant que telle, avant toute chose, j'aimerais quand même saluer le professionnalisme des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie qui sont placés sous l'autorité fonctionnelle du préfet de police, et ce n'est absolument pas leur compétence qui est remise en cause ici. Simplement, nous avons constaté à de multiples reprises, et cela avait d'ailleurs fait l'objet d'un rendez-vous avec Manuel Valls à l'époque, régulièrement d'un sous-dimensionnement du dispositif policier qui, de facto, entraînait un usage disproportionné de la force publique. Ça a été le cas dans plusieurs manifestations. Quand vous devez tenir un barrage, quand vous êtes 20 gendarmes mobiles, vous le tenez plus aisément que si vous êtes seulement 5. Et c'est vrai qu'à 5, vous devez avoir une réaction qui est plus forte que si vous étiez 20. Nous avons été confrontés à ce genre de problème, notamment le 24 mars 2013, où nous avons été placés dans une situation extrêmement délicate, c'est-à-dire que nous n'avons pas pu négocier le lieu où nous avons manifesté, nous nous sommes retrouvés cantonnés à l'avenue de la Grande Armée, et le plan pour le dispositif proposé par la préfecture, nous l'avons dénoncé avant même de signer la déclaration. Pourquoi ? Parce qu'on nous avait imposé de placer notre podium à l'entrée de l'avenue de la Grande Armée, ce qui ne laissait aucun axe de fuite par rapport à la foule. Donc naturellement, le mouvement de foule faisant qu'au bout de 3-4 heures, les gens piétinent, vous gagnez 15-20 cm par heure, au bout d'1 heure, tout le monde avait fait 1 mètre, les gens se sont retrouvés contre les barrages. Et là, les fonctionnaires de police ont du coup fait usage de gaz lacrymogène. Voilà, vous connaissez les images. Je vous citerai Laurent Wauquiez qui disait « Il est inacceptable d'envoyer des gaz contre les enfants. Avez-vous l'impression que ce sont des casseurs, des gens violents ?» Voilà, Jean-François Copé avait lui-même demandé des comptes à François Hollande à ce sujet. Donc la seule explication que nous pouvons trouver, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas celle que nous espérons, c'est que le dispositif de la préfecture a été dépassé par le succès de la manifestation.
Ce que nous regrettons, c'est que les différents états-majors, la direction du renseignement et la direction de l'ordre public et de la circulation, ont énormément de solutions techniques à proposer à tous les problèmes. Ce sont des experts, ils font ce métier depuis des années. Dès que vous avez un problème d'organisation, ils ont 1, 2 ou 3 solutions qui sont toutes satisfaisantes. Néanmoins, avant de pouvoir vous les proposer, ils sont soumis à l'autorisation du préfet de pouvoir vous parler. Et donc, tant que les choses ne sont pas fixées sur le papier, je parle des itinéraires et des horaires, vous ne pouvez pas travailler techniquement sur les différentes solutions que peuvent apporter ces techniciens de l'ordre public, et ce qui nous oblige du coup à nous réarticuler toujours en dernière minute, ce qui demande déjà d'avoir une organisation conséquente derrière de notre côté, mais qui du coup place les deux dispositifs dans des situations un peu plus fébriles. Une problématique s'est présentée à nous et à nos associations partenaires en 2013, c'est la technique dite de l'encagement. C'est une technique qui est très fréquente dans les forces de maintien de l'ordre, et notamment qui consiste à organiser un dispositif interdisant les accès à tel ou tel lieu, préférant retenir pendant une durée déterminée les manifestants en un lieu déterminé, généralement le temps que la personnalité qui est dans le secteur ait le temps de prendre une décision et de s'en aller. Ça a été le cas notamment au lycée Buffon. Le 27 mai 2013, François Hollande visitait le lycée Buffon, et des manifestants organisaient un accueil de ministre. Alors l'accueil de ministre, c'est une des sortes de happening qu'a lancé la Manif pour tous en disant qu'à défaut d'être écoutés par le gouvernement, nous allions nous faire entendre. C'est-à-dire que nous allions, et nous continuons de le faire, sur les déplacements des différents membres du gouvernement pour se présenter à eux. Ce jour-là, nous avons eu, sans sommation, 93 encagés pendant plus de 3 heures, qui ont abouti à seulement 2 gardes à vue. Cette technique a également été utilisée le 9 décembre 2013 avec une manifestation dite des Merveilleuses à laquelle j'ai participé. Cette manifestation avait été déclarée par mes soins auprès du cabinet du préfet de police de Paris. Nous avons été encagés plus de 3 heures dans une manifestation composée uniquement de mères de famille. Il y a eu des malaises, il y a eu une poussette renversée par l'intervention des forces de l'ordre, tout ça sur une manifestation déclarée, sur les itinéraires déclarés à la préfecture. Voilà, aujourd'hui, la seule réponse qu'on a eue quand nous avons interrogé le préfet à ce sujet, c'est « nous n'avons pas reçu votre déclaration ». J'ai été entendu par le défenseur des droits à ce sujet, que je crois vous auditionnez après, et vous pourrez lui poser la question, puisque lui-même a constaté et a auditionné le commissaire de police présent sur place, qui a lui-même reconnu cette technique, d'avoir appliqué cette technique de l'encagement lors de cette manifestation, donc le 9 décembre 2013, pardon. Une autre affaire, je vais rester extrêmement technique, pardonnez-moi, mais je pense que ce sera le plus utile pour que vous puissiez interpréter vous-même ces faits. Nous avons le 31 mai 2013 5 jeunes qui ont une audition suite à une vérification d'identité, qui partent en audition au palais de justice. Ils sortent du palais de justice, ils sont donc dans la tenue de manifestants avec lesquels ils ont été interpellés. Ils sortent bien évidemment libres du palais, aucune poursuite n'est retenue contre eux. Ils se font interpeller devant les grilles du palais de justice. Ils se font mettre dans un camion des forces de l'ordre, et c'est un avocat, passant là par hasard, qui interpelle la commissaire de police en lui demandant de faire sortir les jeunes du camion, puisqu'il n'y avait aucun motif d'interpellation, puisqu'ils sortaient à peine du tribunal. Il a réussi, cette vidéo a fait plusieurs dizaines de milliers de vues sur Internet, à faire sortir les jeunes du camion, devant l'embarras de la commissaire de police qu'on voit désespérément appeler son état-major à la radio sous les yeux des caméras. Sachez, et ça la vidéo ne le montre pas, que ces jeunes ont été réinterpellés quelques centaines de mètres plus loin à la station Saint-Michel lorsqu'ils tentaient simplement de rentrer chez eux après 48 heures de garde à vue pour prendre certainement une bonne douche qui devait être méritée. Enfin, un exemple, un dernier sur cette technique de l'encagement. Un accueil de ministre lors de l'avenue, alors l'accueil du président de la République, en l'occurrence, le 6 août 2013 à La Roche-sur-Yon. Des étudiants sont venus à la rencontre du président de la République, toujours pacifiquement. Les CRS ont alors encerclé le groupe pendant plus de 3 heures, et les manifestants ont eu la bonne idée de faire venir un huissier de justice, qui a lui-même constaté cette atteinte à la liberté d'aller et venir, cette atteinte qui a d'ailleurs été condamnée par la Cour d'appel de Riom le 21 janvier 2015. Je vous rappelle les faits, 2 officiers de gendarmerie qui avaient ainsi retenu un syndicaliste pendant une visite de Nicolas Sarkozy. C'est exactement les mêmes techniques dont nos sympathisants ont été victimes.
Pour la gestion de la manifestation et notamment les procédures judiciaires qui en suivent, je réagis du coup à l'audition du procureur de Paris. Nous avons constaté un détournement de procédures judiciaires, tout simplement pour s'en servir comme des moyens de dispersion. La technique est simple, les fonctionnaires commencent par demander à la personne de justifier de son identité, et normalement, c'est uniquement en cas de refus ou d'impossibilité d'établir son identité que les forces de l'ordre sont autorisées à l'emmener au poste pour le temps d'une retenue administrative pour vérifier l'établissement de son identité. Le cas est très simple, et ce sera certainement le plus marquant, puisqu'il a d'ailleurs fait l'objet d'une plainte de la part d'un des membres du cabinet du préfet qui était présent sur place. Les Veilleurs, qui est un groupe ultra pacifique qui se rassemble place de la République sur le terre-plein central le 26 juin 2013, qui se retrouve dans le camion donc de garde à vue, ce qu'on appelle maintenant le GAV-bus, c'est l'expression connue sur les réseaux sociaux. C'est ce bus où vous pouvez entasser jusqu'à 50 personnes pour les emmener dans des vérifications d'identité. Donc c'est 52 personnes qui sont comme ça, embarquées jusqu'à la rue de l'Évangile, commissariat de la police ferroviaire, pour un contrôle d'identité, alors que personne ne leur avait demandé de justifier de leur identité. Ils avaient tous une carte d'identité, une carte nationale d'identité sur eux. Personne ne leur a demandé de justifier de leur identité. Et c'est simplement en arrivant au commissariat qu'on leur a dit « vous êtes en vérification d'identité », alors que tous étaient porteurs de ce justificatif. Aujourd'hui, voilà, est-ce que nous parlons de détournement de procédures judiciaires et nous nous posons la question de savoir si ces vérifications d'identité n'ont pas été utilisées à outrance, notamment dans un but de maintien de l'ordre. Il est peut-être parfois plus facile de mettre à l'écart 52 personnes le temps de la fin de la manifestation que de les traiter en tant que manifestants, surtout quand ils sont pacifiques. Voilà, mais je vous laisse bien sûr libre de l'interprétation de ces faits. Un point important aussi, nous trouvons assez stupéfiant que le ministère de la Justice ait refusé de répondre aux questions du député Poisson sur les statistiques. En effet, nous souhaiterions que la Commission demande au ministère de la Justice les statistiques sur le nombre d'interpellations liées à l'opposition du mariage pour tous et le nombre de gardes à vue et de déferments et de condamnations qui ont été issus. Puisqu'aujourd'hui, nous considérons que le taux est inférieur à 5%. Alors aujourd'hui, nous parlons de liberté fondamentale. Est-ce que, comment est-ce que vous réparez le préjudice qui est subi par une personne qui se retrouve 48 heures en garde à vue, parfois pour rien? C'est l'exemple d'un homme qui était d'ailleurs l'un des responsables logistiques de notre mouvement, qui se retrouve parce que, oui, j'ai bientôt terminé, monsieur le président, qui se retrouve 48 heures en garde à vue, sans motif, parce qu'il portait un sweat de la Manif pour tous en rentrant d'une manifestation. 48 heures de garde à vue, auquel on ne lui énonce pas ses droits, on ne lui explique pas ce qu'il fait là. Il sort au bout de 48 heures, il n'a pas eu une explication. Aujourd'hui, comment ces personnes-là peuvent avoir une réparation de leur préjudice? Voilà, aujourd'hui, et un dernier exemple, c'est le refus de la transparence. Pourquoi la préfecture s'obstine-t-elle à ne pas être transparente? Nous avions obtenu du tribunal de grande instance de Paris la présence d'huissiers de justice à notre manifestation du 2 février 2014. La préfecture a fait un recours qu'elle a obtenu en refusant la présence d'huissiers de justice simplement dans le cortège pour vérifier la bonne tenue à la fois et le respect des obligations à la fois des forces de l'ordre et à la fois des organisateurs. Voilà, nous dénonçons ce manque de transparence. Ludovine de la Rochère en a parlé, je ne reviendrai pas sur le Conseil de l'Europe et la sanction du 27 juin 2013, la résolution 1947 concernant les menaces et les manifestations et menaces pour la liberté de réunion en France. Un dernier exemple, et j'en aurai fini, Monsieur le Président, l'affaire Anna. Anna, c'est cette jeune étudiante de 19 ans qui faisait des études en classe préparatoire dans les Yvelines et qui a eu la malchance d'être de nationalité russe et qui demandait la naturalisation. Elle a été, et ça a fait le cas d'un certain nombre de conférences de presse au moment où l'affaire s'est révélée, qui a été convoquée par un service de police des Yvelines en lui disant que si elle ne fournissait pas, si elle n'infiltrait pas la Manif pour tous, la délégation des Yvelines 78, pour donner les noms, prénoms et fonctions et professions de tous les membres de la Manif pour tous, son dossier de naturalisation serait bloqué. Nous l'avons aidé à déposer une plainte auprès de l'IGPN. Nous en attendons toujours le résultat.
Alors aujourd'hui, nous nous interrogeons. Les forces de police peuvent-elles être instrumentalisées à des fins politiques? Et nous partageons avec vous notre inquiétude, notamment sur le projet de loi de renseignement, qui aujourd'hui, comme l'a dit Bernard Cazeneuve, n'exclut pas les mouvements sociaux. Et nous demandons voilà, à quel niveau nous pourrions en être, nous également, visés au même titre que voilà, des gens qui mettraient en cause la sécurité nationale. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, monsieur. Je vais